Ça fait un sacré bail, hein. Désolé, je suis vraiment débordé de travail en ce moment avec Mimesis, mais je devrais pouvoir revenir plus souvent. Déjà parce que vous m'avez manqué. Enfin, vous, je vous connais pas pour la plupart, mais ça m'a manqué de faire ça, de parler à une caméra, tout seul, dans ma chambre. À la base, je voulais revenir tranquillement faire une vidéo sur Destiny de Paldea parce que c'est une série qui est hype et parce que je voulais dire que moi, je comprends pas pourquoi tout le monde adore cette série alors qu'il y a des fonds qui sont pas très beaux parce que c'est juste des fonds argentés avec des étoiles qui brillent, que c'est des réimpressions de cartes et que à part quelques AR et quelques cartes alternatives, ça a vraiment pas grand intérêt. Et puis plutôt que de dire ouais, moi je comprends pas et de rager dessus, je me suis dit mais plutôt essayer de comprendre pourquoi ça intéresse certains collectionneurs et au contraire, d'autres sont pas du tout intéressés par ce genre de série. Donc je me suis penché sur la question et je suis allé beaucoup plus loin que ce à quoi je m'attendais. Et au final, en essayant de comprendre le fonctionnement des différents types de collectionneurs, je me suis rendu compte qu'on était tous manipulés par Pokémon. Alors avant toute chose, sachez que je me suis documenté pour cette vidéo évidemment. Vous retrouverez toutes les ressources en description, mais surtout sachez que c'est une analyse que je fais. Je vous propose pas une vérité absolue, j'ai pas découvert un complot sur Pokémon, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire sur les stratégies de Pokémon pour nous manipuler, mais aussi sur notre fonctionnement à tous. Je vous propose donc de bien vous installer pour comprendre la psychologie du collectionneur, c'est-à-dire comment votre cerveau fonctionne, pour comprendre ensuite comment Pokémon exploite ce fonctionnement pour nous rendre complètement accro aux cartes Pokémon. Vous êtes prêts? Car on commence maintenant. La psychologie du collectionneur. Pourquoi collectionne-t-on? Déjà, il est intéressant de remonter aux origines pour comprendre qui on est. Aux origines de notre vie, c'est-à-dire notre enfance, mais aussi aux origines de l'humanité. Et il se trouve que collectionner est aussi vieux que l'être humain. Les humains préhistoriques avaient déjà cette passion pour la collection, et notamment pour les outils. Car accumuler des outils peut avoir une utilité, notamment se défendre par exemple, mais aussi car ça crée un lien physique avec leurs ancêtres et prédécesseurs. Les outils collectionnés étaient alors des objets de mémoire. Et on peut évidemment faire le lien entre ces comportements préhistoriques et nos comportements à nous en tant que collectionneurs de cartes Pokémon au XXIe siècle. Dans une certaine mesure, collectionner des cartes Pokémon peut avoir une réelle utilité comparable à la collection d'outils à l'époque de nos ancêtres, parce que jusqu'à présent, les cartes Pokémon, bien conservées, ont toujours pris de la valeur. Et les ressources financières actuelles peuvent être comparables en termes d'utilité aux outils à l'époque préhistorique. Par contre, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on collectionne des cartes Pokémon en mémoire de nos ancêtres? Absolument pas. Mais on peut supposer que certains d'entre nous, voire même une majorité, collectionnent des cartes Pokémon en mémoire de qui nous étions avant, en mémoire donc de notre enfance. Ok, mais pourquoi est-ce qu'on a commencé à collectionner des cartes en étant enfant? Parce qu'on aimait Pokémon, ça c'est certain, mais tous les enfants qui aimaient Pokémon ne sont pas mis à collectionner les cartes. Vous comme moi, on aurait pu s'arrêter à regarder le dessin animé ou à jouer aux jeux vidéo, mais pourtant, on s'y met à collectionner un jour. Et qu'est-ce qui a fait qu'on s'est lancé dans ce périple de collection infinie? Eh bien, la majorité des enfants ont une tendance à classer, un désir de possession et une tendance à l'activité impulsive de découverte. Et ceux pour qui ces caractéristiques sont plus développées ont alors plus tendance à être des collectionneurs. Et en temps normal, ces caractéristiques tendent à diminuer vers l'adolescence, mais pour les individus pour qui elles persistent, ils deviennent alors des collectionneurs à qui s'ajoute une autre caractéristique encore plus importante, la passion. On obtient alors des collectionneurs adultes passionnés avec des ressources financières souvent bien plus développées. Alors évidemment, vous pouvez être collectionneur et ne pas retrouver en vous toutes les caractéristiques dont je vous ai parlé. C'est simplement un profil général du collectionneur. Et au-delà de ce profil typique et de l'éventuel intérêt financier d'une collection, il y a d'autres intérêts à collectionner et cette fois-ci, ils sont adaptatifs et évolutifs. Dans un premier temps, la survie et la sécurité. C'est ce dont je vous parlais quand je vous parlais d'accumuler des outils qui avaient un intérêt pour se défendre. Il y a aussi l'adaptation sociale, car dans un contexte évolutif, les individus qui ont tendance à partager et échanger ont plus tendance à survivre et à se reproduire. Il y a ensuite la reconnaissance sociale qui est très importante et sur laquelle nous reviendrons bien plus en détail plus tard. Et il y a également le plaisir et l'esthétique. En gros, certaines personnes ont un instinct naturel à apprécier la beauté et l'esthétique. Collectionner ce qui est beau revient alors au désir de possession de l'esthétisme. Et nous reviendrons aussi là-dessus plus tard. Et ensuite l'héritage génétique. Certaines personnes seraient plus prédisposées que d'autres à collectionner de par leur gène. Et enfin, le comportement conditionné par la culture. En gros, certaines cultures peuvent valoriser la possession d'objets spécifiques. Au-delà de ces caractéristiques générales, il semblerait également que le collectionneur cherche à donner une raison d'exister à l'objet qu'il collectionne. Et là, on va vraiment entrer dans un champ miné.
la psychanalyse. Sachez que la psychanalyse n'est pas une science exacte, et parmi les psychologues, il y a deux camps. Ceux qui ne jurent que par ça, c'est donc les psychanalystes, et ceux qui considèrent que c'est principalement des conneries, donc plutôt les neuropsychologues, ou tous ceux qui sont plus axés sur les sciences brutes. Je vous laisserai donc vous faire votre propre avis sur ce point de psychanalyse, mais je trouvais ça intéressant de vous le partager. Donc je vous disais que collectionner permettait de donner une raison d'exister à l'objet dans le monde. C'est beau, hein ? Et ben en fait, ça peut être analysé comme une recherche de l'existence de soi. Car si on donne une raison à l'objet d'exister, et que cet objet est important pour nous, alors on a nous-mêmes une raison d'exister, car notre raison d'exister est de donner une raison d'exister à l'objet. Alors ça fait beaucoup de raisons d'exister, c'était peut-être pas très clair, vous pouvez remettre le passage, mais en gros, collectionner permettrait de donner un sens à notre vie. Rien que ça. Alors évidemment, dit comme ça sonne complètement délirant. Il faut bien comprendre que c'est une analyse qui élimine tout le reste de notre vie. Là, on prend uniquement la collection, on analyse et on obtient un résultat. Ça tire le résultat par les cheveux parce que évidemment, collectionner n'est pas la seule chose qui peut donner un sens à notre vie, et bien heureusement. Mais en soi, ça peut avoir du sens car ça pourrait expliquer pourquoi collectionner est si obsessionnel pour certains. Et en plus de donner du sens à notre vie, certains psychologues considèrent que cette quête perpétuelle d'acquisition est une tentative de restaurer l'image de soi en la complétant d'éléments nouveaux. Pour faire simple, on collectionne pour combler un vide qu'on a en nous. Dans toutes ces analyses, on peut tirer la conclusion que collectionner est en fait une valorisation narcissique. Et cette hypothèse est corroborée par le fait que beaucoup d'entre nous sommes fiers de notre collection, mais aussi de nos connaissances sur le sujet. La vidéo est déjà bien compliquée, donc je vous épargne la théorie psychanalytique qui dit que la recherche d'objets provient de la séparation avec la mère qui crée un manque et l'objet rassure l'enfant et ensuite rassure la personne qu'on devient en étant adulte. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez évidemment regarder les ressources qui sont en description. Par contre, on peut revenir à la valorisation narcissique. Je suis sûr que certains d'entre vous ont tiqué en entendant ça, car vous avez dû vous dire, bah non, moi ma collection, je la fais pour moi, ça regarde personne d'autre. Mais est-ce que déjà vous êtes sûr que c'est vraiment le cas? Est-ce que vous n'utilisez vraiment jamais votre collection ou vos connaissances sur Pokémon pour vous valoriser? Et si c'est le cas, eh bien vous faites partie de ce qu'on appelle les collectionneurs placards. C'est un type de collectionneur introverti qui ne montre jamais sa collection. Et à l'inverse, on a les collectionneurs vitrines qui eux sont extravertis, voire même exhibitionnistes. Pas cet exhibitionniste-là, l'autre, quand tu montes tes cartes. Est-ce que vous vous souvenez quand je vous parlais des raisons de collectionner? J'ai mis en suspens la reconnaissance sociale d'une part et le plaisir et l'esthétisme d'autre part. Et bien selon moi, les collectionneurs vitrines sont grandement motivés par la reconnaissance sociale, tandis que les collectionneurs placards sont plutôt motivés par le plaisir et l'esthétisme. Nous en arrivons donc à la partie suivante, les deux types de collectionneurs. Je pense que la majorité des collectionneurs sont sur un point d'équilibre entre reconnaissance sociale et plaisir et esthétisme. Il doit quand même y avoir cependant des exceptions avec uniquement l'un ou l'autre. Il doit y avoir notamment plus de gens qui sont uniquement dans le plaisir esthétique que dans la reconnaissance sociale, et ces gens-là, ce sont les collectionneurs placards donc. Dans un premier temps, parlons du profil majoritaire. Reconnaissance sociale. Déjà pour commencer, qu'est-ce que la reconnaissance sociale? C'est faire partie d'une communauté qui nous valide, tout simplement. Et c'est une motivation qui a été grandissante avec l'arrivée des sociétés de gradation comme PSA. Ces sociétés se sont emparées du besoin intrinsèque de reconnaissance sociale des collectionneurs de cartes et ont pris la responsabilité d'y répondre. Ce qui est en soi un tour de force, puisqu'il est difficile initialement d'en confier la responsabilité à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le monde de la gradation est en débat constant. D'un côté, il y a les pro-PSA par exemple, qui eux ne jurent que par cette société-là, et qui considèrent que les autres sociétés ne valent pas grand-chose. C'est pas parce que les autres sociétés valent réellement rien, en tout cas pas forcément moins que PSA, c'est parce que eux ont décidé de confier cette responsabilité d'obtenir de la reconnaissance sociale à PSA. Et donc tout commentaire qui vient à critiquer PSA et à favoriser Beckett ou GCC ou peu importe, vient diminuer artificiellement le poids de PSA en tant que figure de reconnaissance sociale. Et c'est vraiment criant de vérité sur les groupes Facebook où ce débat revient sans cesse. Et un autre exemple de ça est par exemple les posts sur Facebook réception PSA. Ceux qui le font ne sont pas nécessairement conscients qu'ils font ça pour répondre à leurs besoins de reconnaissance sociale, ils peuvent croire qu'ils le font par pure générosité en partageant leur bonheur pour le faire profiter aux autres, mais c'est pas toujours ça. Et si vous le faites, il est évidemment très compliqué de prendre du recul pour vous dire que vous le faites pour une raison qui est inconsciente. Alors je prétends pas du tout avoir la vérité en moi, et peut-être que vous le faites uniquement par pure générosité, bien sûr, mais il est tout de même probable que si vous répondez à ce profil-là, vous le faisiez pour répondre à ce besoin de reconnaissance sociale. Et c'est pas du tout un mal ou un jugement. Et là, dans ce que j'ai dit, il est très facile de trouver des contre-arguments du type
Oui, mais moi je gratte chez PSA pour faire des placements, pour gagner des sous, ou pour que mes cartes soient valorisées avec le temps. Ok, très bien, mais est-ce que la reconnaissance sociale s'en va pour autant? Moi, j'en suis pas convaincu. Parce que d'un point de vue financier, s'enrichir au-delà des besoins primaires, c'est aussi se valoriser socialement. Et au-delà de ça, si vous avez déjà acheté une carte en loose qui a eu un PSA 10 et sur laquelle vous avez fait un x5 entre l'achat et la revente, je suis à peu près convaincu que vous l'avez dit à au moins une personne. Et je pense que les collectionneurs qui répondent majoritairement au profil reconnaissance sociale sont les collectionneurs qui collectionnent particulièrement les cartes hype et qui ne suivent pas nécessairement leur goût personnel en esthétisme. Ce sont également des collectionneurs d'objets scellés qui sont souvent rares et prestigieux avec le temps, ou alors ce sont des collectionneurs qui vont se ruer sur Destinée de Paldea. Et on y arrive parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à la base, moi je voulais parler de Destinée de Paldea et dire que je comprenais pas pourquoi il y avait beaucoup de gens qui adoraient cette série. Et je pense que la réponse vient principalement de ce besoin de reconnaissance sociale. Le concept même de Pokémon Shiny répond à ça, puisque le Pokémon Shiny est à la base extrêmement rare dans les jeux vidéo et qu'il est automatiquement une carte ultra rare dans le jeu de cartes Pokémon. En plus de ça, c'est des cartes qui brillent avec des étoiles, avec un fond argenté, tout ça rend un peu bling bling et ça peut plaire, tout comme par exemple les cartes Gold. Alors après, évidemment, vous pouvez aimer ces cartes pour leur esthétisme, ça c'est les goûts et les couleurs, on n'est pas là pour discuter de ça, mais je pense que la majorité des gens qui collectionnent ces cartes sont des gens qui sont attirés par leur rareté, voire le prestige notamment de réunir le Master Set. Car oui, il est facile de réussir à imaginer la fierté de quelqu'un qui réussit à réunir le Master Set de cette série, sachant qu'il y aura environ 200 cartes secrètes. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer qu'une personne qui réunit le Master Set ne le dirait à personne et le garderait secrètement pour elle. Donc plutôt que de rager sur cette série que je trouve personnellement désolante d'un point de vue créativité artistique, j'encourage tous les collectionneurs et collectionneuses qui répondent à ce profil d'en profiter un maximum car pour le coup vous êtes gâtés. Mais Pokémon Company a bien compris qu'il y avait beaucoup de collectionneurs qui étaient comme ça et c'est pourquoi on est passé de 0 cartes ultra rares dans le bloc Wizard à quelques cartes ultra rares dans le bloc X, puis ensuite à quelques secrètes, quelques cartes stars en plus des cartes X, et désormais à des séries avec quasiment plus de cartes ultra rares que de cartes communes ou peu communes. Et l'apparition de cartes alternatives a été vraiment un coup de génie de la part de Pokémon, parce qu'ils ont dit vous aimez bien les cartes ultra rares comme on les faisait jusqu'à présent, et ben maintenant vous aurez 3 versions de ces cartes là, à tel point que la première version vous l'aimerez plus. Il y aura une version full art qui prend donc toute la carte et qui sera encore plus voyante. Et ensuite, il y aura une version alternative qui sera tellement rare que si vous l'avez, c'est que vous êtes un vrai collectionneur. Et c'est clairement ça qui a redonné un souffle à Pokémon dans le bloc épée et bouclier, qui avait vraiment du mal à démarrer avant la réapparition des cartes alternatives dans ce style de combat. Et pour en revenir au profil motivé par la reconnaissance sociale, sachez que cette théorie est partagée par la pyramide de Maslow. Alors c'est une pyramide reconnue et utilisée pour hiérarchiser les besoins de chacun. Elle est composée de 5 strates et il est nécessaire de répondre aux besoins d'une strate inférieure pour passer à la strate du dessus. Ce qui ne veut bien sûr pas dire que les personnes à la strate la plus haute n'ont plus besoin de répondre aux besoins des strates inférieures. Donc dans un premier temps, nous avons les besoins physiologiques, en bref, manger, boire, dormir. Ensuite, le besoin de sécurité, donc se protéger soi et ses proches, c'est-à-dire avoir de l'argent, un logement. Il y a ensuite le besoin d'appartenance, et c'est celui-là qui va nous intéresser. C'est le besoin d'intégrer un groupe et de développer des relations. Et c'est à ça, entre autres, que servent les collections de cartes Pokémon. Car tout collectionneur extraverti aura fait des rencontres physiques ou en ligne grâce à sa collection et se sentira donc appartenir à une communauté. Le besoin d'appartenance correspond donc au besoin de reconnaissance sociale dont je vous parle depuis tout à l'heure. Il y a au-dessus de ce besoin d'appartenance le besoin d'estime, donc l'estime de soi mais également l'estime de la part des autres. Et enfin, le besoin d'accomplissement, c'est-à-dire se réaliser en tant qu'individu, répondre à ses attentes et développer son plein potentiel. En tirant un peu par les cheveux ce raisonnement, on peut dire que collectionner les cartes Pokémon vous permet de développer votre besoin d'appartenance, sans lequel vous ne pourrez pas développer votre besoin d'accomplissement. Donc en gros, si vous réussissez dans la vie, c'est grâce aux cartes Pokémon. Alors évidemment, je rigole en disant ça, mais ça montre quand même que collectionner est quelque chose qui peut apporter beaucoup de choses dans une vie, et se la péter sur les réseaux sociaux sur notre dernière réception PSA n'est pas forcément une mauvaise chose. Il y a ensuite le profil majoritaire, plaisir et esthétique. Vous l'aurez deviné, je fais partie de ce genre de personnes, bien que j'ai aussi une partie reconnaissance sociale comme la grande majorité des gens, et encore plus des créateurs de contenu sur internet. Ce genre de profil collectionne pour le rêve que leur procure Pokémon, mais surtout pour l'esthétisme des cartes. Le but, se faire plaisir, que ce soit seul, en tant que collectionneur placard, ou
à plusieurs en tant que collectionneur vitrine. Car autant il est impossible d'être un collectionneur introverti et d'avoir un profil à majorité reconnaissance sociale, autant il est possible d'avoir des collectionneurs introvertis comme extravertis dans le profil plaisir et esthétisme. Et ce profil, Pokémon ne le met pas en retrait non plus. Les cartes alternatives dont je vous parlais tout à l'heure ne servent pas uniquement à répondre aux attentes des collectionneurs à majorité reconnaissance sociale, mais également aux collectionneurs à majorité plaisir et esthétisme. Mais Pokémon a compris que les cartes alternatives de la première moitié d'épée et bouclier étaient trop rares pour satisfaire pleinement ce dernier type de collectionneur, et a donc créé des cartes alternatives moins rares, donc la Trainer's Gallery. Ils ont créé dedans différents niveaux de rareté avec différents niveaux de finition holographique, et puis maintenant dans le bloc écarlate et violet, ils ont créé les cartes illustrations rares qu'on appelle aussi AR. Et par exemple, je collectionne majoritairement ces cartes-là, car je les trouve très jolies et abordables, notamment en japonais. Par contre, sur le marché français, les cartes AR répondent de moins en moins à cet objectif d'esthétisme à prix réduit, puisque les prix se sont récemment envolés sur les cartes AR avec le bloc écarlate et violet. Heureusement, vu le nombre de cartes AR qu'il existe, il est relativement facile d'en avoir quand on ouvre plusieurs boosters d'une même série, si on est plutôt quand même dans les gros ouvreurs de boosters. Et la quantité de cartes AR ne répond pas uniquement à cet objectif de permettre aux gens d'en avoir quand ils ouvrent pas mal de boosters. Pour être sûr que chaque collectionneur ait un intérêt en ouvrant une série, Pokémon a créé des illustrations aux styles et aux environnements très différents pour être sûr que chacun adore au moins plusieurs cartes d'une même série. Et là je vous parle de cartes AR et ultra rares, mais beaucoup de collectionneurs qui accordent de l'importance à l'esthétisme aiment beaucoup aussi beaucoup de cartes communes, peu communes ou rares. Et ce ne sont pas des collectionneurs qui feront des ouvertures à l'américaine, comme on dit, pour aller chercher uniquement la carte la plus rare dans le booster. Et encore une fois, Pokémon reçoit de l'aide de la part d'entreprises non affiliées. Là où PSA ou autres sociétés de gradation du style viennent vraiment accentuer l'intérêt de Pokémon pour répondre aux besoins d'appartenance des collectionneurs, des sociétés de gradation comme Collectora ou Pure Grading viennent-elles répondre aux besoins de plaisir et d'esthétisme avant tout, en créant des beaux boîtiers de protection et en valorisant les cartes avec des belles étiquettes. Et une entreprise comme la mienne, Mimesis, où je crée des objets comme ceci qui vous permettent de mettre en valeur vos cartes Pokémon, s'adresse exactement au même profil de collectionneurs qui sont surtout axés sur l'esthétisme, bien que ça participe aussi en partie à soutenir la reconnaissance sociale, puisque exposer ces cartes, c'est les valoriser et se valoriser soi-même. Et on arrive dans la dernière partie de cette vidéo, Pokémon et jeux de hasard, la grande manipulation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire vos courses dans un supermarché ? Alors évidemment, il y a une suite à ma question. Est-ce que dans ce supermarché, vous vous êtes retrouvé au rayon jouets, vous êtes tombé sur des boosters Pokémon ou même des coffrets et vous avez craqué? Vous avez acheté un coffret, voire même plusieurs, ou même ne serait-ce qu'un booster alors que c'était pas du tout prévu ou que c'était pas du tout dans votre budget? Eh bien félicitations, car comme moi, vous êtes dans le filet de Pokémon Company. Sauf que moi, le rayon Pokémon est chez moi et c'est super dur de résister. Et en fait, dans ces moments-là, nous sommes esclaves de notre cerveau et plus précisément de la dopamine, l'hormone du plaisir. Lorsque vous achetez quelque chose, il y a une libération de dopamine qui se produit. Et c'est ce même neurotransmetteur qui se libère quand on joue au casino, et vous vous en doutez, on va en reparler. Mais comment se débarrasser de ces pics de dopamine qui viennent nous forcer à faire des achats contre notre volonté? Il faut en avoir à un certain niveau, donc le but n'est pas de s'en débarrasser totalement, évidemment. Donc la dopamine, elle est libérée en prévision d'une récompense, en l'occurrence l'objet acheté. Un petit conseil qui peut vous aider à lutter contre cette pulsion d'acheter ce fameux coffret que vous voyez juste devant vous, c'est de vous imaginer l'acheter, ça dupera un petit peu votre cerveau et ça relâchera la dopamine. Parce qu'il faut savoir que le boost de dopamine se crée surtout en prévision de l'achat plus qu'au moment de l'achat. Donc s'imaginer acheter fait presque plus d'effet qu'acheter réellement. Et évidemment, Pokémon déjoue très facilement ces petites techniques grâce à leur grand complot de manipulation. Alors évidemment, je rigole quand je dis ça, mais quand même, on sent qu'ils ont bien bossé pour nous rendre accros. Et la première technique qu'ils ont appliquée, et c'est la plus simple, et c'est pas du tout les seuls à le faire, c'est qu'ils ont créé des boosters. Donc comme des cadeaux de Noël, et avant d'ouvrir un cadeau de Noël, on a également ce pic de dopamine. Donc en fait, même si on se retient d'acheter un coffret, eh bien on manque quand même de cette petite dopamine qui vient quand on ouvre nos boosters. Mais ça, c'est très loin d'être l'arme la plus redoutable de Pokémon. Ce qui nous rend réellement addicts, c'est cet aspect jeu de hasard, voire même jeu d'argent.
Car oui, on peut pas nier que les cartes Pokémon ont de la valeur. Donc dépenser des centaines d'euros en booster Pokémon pour espérer avoir le dernier Dracofeu, ça peut être comparable à un jeu d'argent. Et un jeu d'argent accessible dès l'enfance. Mettons de côté l'aspect éthique de cette démarche et concentrons-nous sur les techniques de manipulation de Pokémon. Dans un premier temps, tout collectionneur souhaite compléter sa collection. Car ne pas compléter, c'est laisser une tâche inachevée. Et une tâche inachevée crée une charge mentale inconsciente qui crée elle-même un stress inconscient. Évidemment, plus cette tâche sera importante, plus son incomplétion créera du stress. Donc ne pas compléter votre collection ne fera pas de vous quelqu'un de nerveux. Mais la compléter petit à petit peut libérer une partie de ce stress tout en relâchant dans notre cerveau quelques pics de dopamine. Et la dopamine qui a un rôle entre autres sur le stress. Tout ceci participe donc à vouloir sans cesse continuer sa collection. Et c'est pourquoi chacun d'entre nous sommes déjà si sensibles à la collection et à l'envie d'ouvrir des boosters. Mais pourquoi est-ce qu'il est si difficile de se retenir d'acheter des boosters alors qu'avec internet il est très simple d'acheter en un clic toutes les cartes que l'on souhaite et pour moins cher? Car j'ai calculé rien que pour vous l'espérance de gain en ouvrant un booster et en gros en moyenne ça dépend des séries mais on tourne aux alentours des 5 € de gain par booster pour un booster qui vaut entre 6 et 7 €. On peut se dire que c'est peu de pertes mais il y a beaucoup de collectionneurs qui ouvrent au moins 100 boosters par série ce qui ferait entre 100 et 200 € de pertes, ce qui est énorme. Alors pourquoi est-ce qu'on ouvre quand même ces fichus boosters? Eh bien, il y a plein de raisons à ça. Déjà, il y a 8 boosters sur 10 en moyenne dans lesquels la valeur des cartes est très inférieure à 5 €. Et c'est les 2 boosters restants qui font qu'on a très envie d'ouvrir. Car avant d'ouvrir, on sait qu'on a très peu de chances de ne rien gagner dans les boosters. Mais on s'accroche à cette chance d'avoir ces 2 boosters sur 10 et éventuellement dans ces 2 boosters d'avoir la carte que l'on veut. Et qui potentiellement vaut très cher. Et donc pourquoi ne pas tenter sa chance d'obtenir cette fameuse carte à 300 € qu'on veut tant, sachant que plein d'autres gens l'ont déjà eu. Alors pourquoi pas nous? Et là encore, les réseaux sociaux jouent énormément. Mon feed Insta, il est rempli quasiment que de cartes Pokémon, toutes plus rares les unes que les autres. Et c'est pareil sur YouTube ou sur d'autres réseaux, on voit toujours les gens ouvrir des superbes cartes ou obtenir des très belles cartes, et on se dit que nous aussi, on pourrait avoir la chance de l'avoir en ouvrant des boosters plutôt qu'en dépensant une petite fortune. Mais le problème, c'est que souvent, la fortune, on finit par la dépenser sans avoir la carte derrière. Mais si dans chaque booster, on était sûr d'avoir des valeurs de cartes qui équivaudraient à 5 €, eh ben on trouverait ça ridicule d'ouvrir des boosters, parce qu'on ferait que perdre de l'argent à chaque fois. Mais la possibilité d'obtenir de la rareté et de gonfler son estime de soi en obtenant une carte extrêmement rare et qui a beaucoup de valeur, nous rend aveugles face à cette irrationalité. Au-delà de ça, beaucoup sont tout simplement ignorants des probabilités. Car oui, tout le monde ne calcule pas l'espérance de gain moyen dans un booster, et puis nous, êtres humains, sommes très mauvais pour rester rationnels. Nous ne sommes que très rarement capables de maximiser nos gains grâce à de nombreux biais. Par exemple, tout à l'heure je vous parlais de quantité de cartes ultra rares qui n'a fait que grandir, et bien ça ne sert pas uniquement à satisfaire un maximum de personnes. Elles servent aussi à nous donner l'impression que parmi toutes ces cartes ultra rares, il y a beaucoup de chances que nous, on en ait une dans notre booster. Et effectivement, on a plus de chances d'obtenir de cartes ultra rares quand on ouvre un booster qu'à l'époque de Wizard ou du bloc X. Mais qui est vraiment content en obtenant Kangourex X dans 151 par exemple? Cette carte n'a d'ultra rare que le nom, puisque moi je l'ai eu 3 fois en 20 boosters. Alors accrochez-vous un peu, tous ceux qui ont des problèmes avec les maths, il y aura quelques petits calculs, ça va pas être long. Au pire, si vous comprenez pas, vous pouvez juste vous laisser bercer par mes paroles, c'est vraiment pas très grave. À l'époque du bloc X, quand les cartes stars n'étaient pas encore sorties, vous aviez environ une chance sur 15 boosters d'obtenir une des cartes les plus rares de la série, contre environ une chance sur 300 à 500 de nos jours. Même si les chances de les obtenir ont quand même eu tendance à augmenter récemment. Mais même avec les cartes stars qui sont arrivées dans le bloc X, il y avait environ une chance sur 72 d'obtenir une des cartes stars. En sachant qu'il y avait 3 cartes stars, ça fait environ une chance sur 200 d'obtenir la carte star que vous désiriez dans l'extension. Ce qui fait environ 2 fois plus de chances que d'obtenir la carte alternative que vous désirez aujourd'hui. Mais pourtant, la quantité de cartes ultra rares d'aujourd'hui fait qu'on a l'impression qu'on peut avoir plus de chances d'obtenir ces cartes-là. Et petit retour en arrière, vous vous souvenez quand je disais cette carte n'a d'ultra rare que le nom, puisque moi je l'ai eu 3 fois en 20 boosters? Eh bien, il s'agit là d'un biais que nous avons tous sans exception, et même quand nous savons que nous l'avons, il est très difficile de s'en débarrasser. Et ce biais, il s'appelle le biais d'extrapolation personnelle. Pour faire simple, parmi ces mots compliqués, on prend notre cas pour une généralité. Car effectivement, Kangourex X est bien une carte ultra rare. Elle arrive dans environ un booster sur 90, et j'ai fait la probabilité de calcul que ça arrive de l'avoir 3 fois sur 20 boosters. C'est pas vrai, j'ai demandé à ChatGPT, mais j'ai vérifié qu'il fasse bien le calcul, que ce soit pas n'importe quoi. Et cette situation, elle a environ 0,1% de chance d'arriver, soit
une chance sur 1000. Donc quand j'ai dit cette carte n'a d'ultra rare que le nom, puisque moi je l'ai eu 3 fois en 20 boosters, et bien j'ai pris mon cas pour une généralité, alors que c'est extrêmement rare que ça arrive. Et là, vous pouvez me dire, ok, mais qu'est-ce que ce schmilblick il a à voir avec le fait qu'on ouvre des boosters? Eh bien, ce biais d'extrapolation personnelle, il implique principalement 3 comportements. Le premier, l'influence sur les autres. Je l'ai vaguement évoqué, mais le fait que certains partagent leurs très bons tirages sur les réseaux, par exemple, donne l'impression que le fait d'avoir de très bonnes cartes arrive plus fréquemment que ça n'arrive réellement. Autant dans les vidéos longues, pour ceux qui ne pèsent pas leur booster, on obtient une représentation plus ou moins fidèle du tirage de cartes ultra rares, mais il y a plein de formats courts où les gens partagent uniquement leurs tirages les plus chanceux. Il y a ensuite la surévaluation des chances de gain. Donc généralement, en fait, quand on a de la chance, on peut croire que cette chance, c'est la norme et non pas une exception. Ce qui nous amène donc à surestimer nos chances de gain à l'avenir. Et d'ailleurs, il est très difficile pour notre cerveau d'estimer nos chances de gain quand celles-ci sont très faibles. Par exemple, les chances de gagner le gros lot au loto sont d'environ une chance sur 14 millions, alors que les chances de gagner le gros lot à l'euro million sont environ d'une chance sur 140 millions, soit 10 fois moins. Et pourtant, on ne fait pas de grosses distinctions entre la chance de gagner au loto ou à l'euro million. Et dans une moindre mesure, on peut avoir l'impression qu'une carte qui apparaît tous les 500 boosters peut apparaître en réalité tous les 50 boosters. Il y a enfin ce qu'on appelle la persistance dans le jeu. Quand on gagne, ça nous encourage à continuer à jouer dans l'espoir de gagner à nouveau, même si le premier gain est suivi par de nombreuses pertes. Et ça, c'est ce qu'on appelle le biais du joueur qui nous amène à croire que les résultats passés d'un événement aléatoire indépendant peuvent influencer sur les résultats futurs. En gros, si vous avez de la chance, vous pouvez croire que c'est votre jour de chance, et si vous n'avez pas de chance, vous pouvez croire que votre chance va tourner. Évidemment, ça dépend des personnes, parfois certains disent j'ai de la chance, ça va pas durer, et inversement, mais en gros, on fait le lien avec les événements passés, alors que ceux-ci ne sont pas du tout dépendants. Parce que, à part dans une situation de quota comme dans un display, ouvrir un booster qui a une carte ultra rare dedans n'influence en rien ce que vous aurez dans le prochain booster. Donc en bref, selon mon analyse, et rappelons qu'elle est subjective, parce que j'ai pas envie de me prendre un procès au cul pour diffamation, Pokémon Company connaît parfaitement notre profil de collectionneur pour exploiter toutes nos faiblesses. Association à des jeux de hasard addictifs, création de nouvelles raretés pour répondre au profil majoritaire reconnaissance sociale, et création de nombreuses illustrations pour répondre au profil majoritaire esthétisme, et il y a encore plein d'autres leviers qu'on a évoqués, et en plus de ça, il y a un cercle infini qui se crée par le fait que Pokémon sorte en moyenne une nouvelle série tous les 2 mois, ce qui fait qu'on a à peine le temps de faire le tour d'une série, qu'on est déjà envahi par la suivante, et on n'a aucun temps de repos pour prendre du recul sur notre comportement de collectionneur. On est donc dans un engrenage super bien huilé et en plus de ça, on les en remercie. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, collectionner, ça a du bon. C'est un réflexe normal qui répond à un besoin, donc il n'y a aucune raison de vous en priver si ça vous fait du bien. En revanche, si vous sentez que vous perdez pied dans la tornade Pokémon et que vous dépensez bien plus que vous ne le pouvez ou ne le voulez, parlez-en à vos proches ou même à des spécialistes qui sauront vous aider. Je vous mets un numéro d'assistance à appeler en cas de besoin, car collectionner doit rester une passion et surtout pas un gouffre dans lequel vous vous enfoncez. En tout cas, je suis vraiment content d'avoir appris autant de choses sur les collectionneurs et sur moi-même en faisant cette vidéo. Ça me permet de mieux comprendre la communauté Pokémon et j'espère que pour vous aussi ça aura été intéressant. Je sais que ça change beaucoup des vidéos habituelles sur les illustrateurs, mais je pense que ça a quand même sa place sur cette chaîne. En tout cas, cette vidéo a demandé beaucoup de travail et j'aimerais vraiment qu'elle soit vue par un maximum de collectionneurs. Donc si vous pensez que ma vidéo en vaut le détour, n'hésitez pas à me le faire savoir déjà en commentaire. J'aimerais beaucoup débattre ou parler plus en profondeur de ça avec vous parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas dites dans un but de rester relativement concis, mais vous pouvez aussi la liker et la partager et ce serait vraiment un soutien extraordinaire pour moi et vraiment. Vous pouvez également retrouver mes Mimeballs sur ma boutique et en ce moment en plus il y a des offres pour Noël et puis ça continuera peut-être après tant qu'il y a du stock sur les packs coffrets 151 et Mimeball, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir si vous cherchez encore des cartes 151 et si vous voulez les mettre en valeur. Vous la trouverez sur mimesis.com avec un accent comme d'habitude et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram à mimesis-PKMN car je vais faire un sondage pour qu'on puisse tous avoir une idée de la répartition du type de collectionneur. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, profitez bien de vos proches, profitez bien de votre collection. Je vous dis à très bientôt, c'était Léo de Mimesis, à la prochaine. Ciao.